propose, pendant une quinzaine de minutes environ, de parler de la pluie et du beau temps. Après tout, si vous êtes ici un samedi après-midi, c'est sûrement que vous n'avez rien d'autre à faire. On a tous connu dans notre entourage une personne qui a déjà râlé sur le fait que la météo s'était trompée. Après tout, quoi de plus rageant que d'avoir sa sortie en montagne annulée alors qu'il fait finalement beau, ou de se retrouver sous des trompes d'eau non prévues. Vous serez surpris d'apprendre que l'impression que la météorologie se trompe aussi régulièrement est en fait liée à un biais cognitif. La météorologie ne se trompe jamais. Non, je rigole. La météorologie, 9 fois sur 10, a des bonnes prévisions, mais notre cerveau va se concentrer sur les rares fois où elle se trompe. Alors oui, vous avez raison, la météorologie reste une science inexacte, même aujourd'hui. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi également est-ce que sur mon smartphone, j'ai plusieurs applications avec des météorologies différentes? Pourquoi notre cher Elvin Delia sur TF1 présente une météorologie qui est différente de celle d'Anaïs Bédimir sur France Télévisions? Et nous, en tant que citoyens, quel est notre rôle dans tout ça, dans la météorologie d'aujourd'hui, pour limiter l'impact des phénomènes extrêmes sur notre société? Moi, dans tout ça, je m'appelle Florent Mallet, je suis météorologue, passionné de météorologie depuis mon enfance. Une passion un peu farfelue, me direz-vous, une passion qui a été attisée en fait par des reportages télé. Une passion qui a pris toute son ampleur quand j'ai compris que la météorologie nous impactait tous, que ce soit les entreprises, les particuliers, que ce soit du sportif jusqu'au maçon, ou même moi quand je sors de mon coiffeur avec le brushing. Oui, la météorologie est partout. La météorologie est une des rares choses finalement que l'homme ne peut maîtriser encore. L'homme ne peut stopper la pluie, l'homme ne peut ralentir le vent. Il pourrait au moins mieux prévoir le temps qu'il fera demain, vous me direz. D'ailleurs, j'ai par coutume de demander à l'audience qui sait aujourd'hui comment sont faites les prévisions météorologiques. Par vote à main levée. Bon, je ne vous vois pas très bien, mais sachez que 70% de gens, de Français et Françaises, ont répondu à une étude Syncrope en 2021. 70% des Français environ ne savent pas comment sont faites les prévisions météorologiques aujourd'hui. Alors afin de comprendre finalement comment sont faites les prévisions, je propose qu'on parle d'abord d'observation. On va reprendre une phrase de notre cher Louis Baudin, je pense que vous connaissez. Louis Baudin disait « Pour prévoir l'évolution de la nature et du temps, il faut déjà connaître la météo du jour. » En d'autres termes, pour connaître le temps qu'il fera demain, il faut déjà savoir le temps qu'il fait aujourd'hui. L'observation a une histoire longue comme le bras. Le premier réseau d'observateurs a été créé en 1855. Aujourd'hui, c'est 22 millions de données d'observation qui sont traitées chaque jour par Météo France. 22 millions de données, dont 90% sont issues des satellites, dont 10% sont issus des stations météorologiques au sol, des radiosondages, des capteurs embarqués sur des bouées, des navires, des avions. La précision de ces observations est un enjeu capital pour Météo France et pour la météorologie de manière générale. En effet, la précision de ces observations permet de limiter l'effet papillon. Alors c'est un très joli nom, mais en fait l'effet papillon, elle est issue de la théorie du chaos, qui dit que de petites perturbations sur un système dynamique a de grandes influences sur son évolution. On a coutume de dire, et c'est d'ailleurs le nom en fait de l'effet, on a coutume de dire qu'un papillon, que les battements d'ailes d'un papillon en Europe peuvent engendrer une tempête au Japon quelques mois plus tard. Pour être un peu moins imagé, retenez simplement que de petites imprécisions sur l'observation de température, d'humidité, peuvent avoir de grandes influences sur la prévision météorologique. On a donc bien vite compris que l'observation était un enjeu capital. On va coupler en fait ces observations avec des prévisions météorologiques récentes. Cet ensemble va constituer au final ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire l'état initial de l'atmosphère. Ensuite, on va s'intéresser à la modélisation du comportement de l'atmosphère, qui est régi par des lois. Alors, je pense que vous en connaissez certaines, la mécanique des fluides, le rayonnement, changement d'état de l'eau. Toutes ces lois sont traduites sous format d'un système d'équations différentielles. Donc, pour certaines équations, il est encore impossible d'en trouver les solutions exactes. Alors oui, je sais, dans un monde où règne l'intelligence artificielle, on a même parlé de robotique, c'est difficile à penser qu'on ne peut pas connaître toutes les solutions de ces équations. Et pourtant, même les ordinateurs, les supercalculateurs, les grosses armoires de Météo France ne peuvent résoudre ces équations. Et je vais vous parler d'ailleurs d'une équation particulièrement, accrochez-vous pour le nom, l'équation de Navier-Stokes. Cette équation, si vous la résolvez, vous pouvez empocher 1 million de dollars, car il s'agit d'un des 7 problèmes mathématiques du millénaire. Bon, on va plutôt dire que vous allez empocher 500 000 dollars, car je viens quand même de vous mettre sur la voie en vous en parlant aujourd'hui.
On a bien compris donc que ces équations sont impossibles pour certaines à résoudre. On va donc les simplifier avec des hypothèses scientifiques. Donc c'est ce qu'on fait en météorologie. On appelle ça donc des équations primitives atmosphériques. Et afin d'avoir les résultats à temps pour avoir une prévision météorologique au jour le jour, on va réduire les temps de calcul. Et pour cela, on va réduire l'infinité de points que compose l'atmosphère et l'infinité de périodes que compose le temps. C'est-à-dire que, grosso modo, on va couper notre atmosphère en morceaux, ce qu'on appelle des mailles. On va couper le temps en échéances, en pas de temps régulier. Et ça, cette étape-là s'appelle la numérisation. Vos modèles vont donc prendre l'état initial de l'atmosphère dont on a parlé, vont résoudre ces équations sur une maille précise et sur un pas d'échéance précis. Ils vont en sortie donc donner des données brutes de paramètres comme la température, l'humidité, le vent. Il faut savoir qu'en France, on utilise à peu près une vingtaine de modèles. Chaque pays a à peu près son ou ses modèles. Vous avez par exemple le modèle américain GFS, le modèle européen CEP, les deux modèles français ARPEG et AROB. La différence majeure entre ces modèles, mis à part que, a priori, ils fonctionnent à peu près tous de la même manière, c'est-à-dire avec un état initial et des équations, la différence majeure se fait sur le maillage de l'atmosphère et sur le pas d'échéance. Je m'explique. Un modèle comme AROM, qui est un modèle français du coup à maille fine qu'on appelle, c'est-à-dire que votre atmosphère est découpée très finement, va être très précis sur la prévision d'orage, par exemple, de phénomènes très locaux. Pour autant, pour des questions de temps de calcul, il va pouvoir prévoir ces orages que dans un temps très limité, donc quelques heures, voire quelques jours. À l'inverse, un modèle américain comme GFS dont j'ai parlé, c'est un modèle à maille large. Donc on a découpé un peu plus grossièrement l'atmosphère. Il va pouvoir donner des tendances de prévision météorologique sur plusieurs jours, voire sur des semaines. On a donc compris qu'on a des données brutes en sortie de ces modèles. Ces données brutes, ensuite, vont être mises en libre service par Météo France, notamment en France, mais également par d'autres acteurs au niveau mondial. Et en fait, il va y avoir donc des sociétés privées qui vont pouvoir utiliser ces données brutes. Des sociétés privées et Météo France qui ont au final des équipes d'informaticiens qui vont récolter ces données, les cartographier, et des équipes de prévisionnistes qui, comme moi, interprètent ces données et comprennent l'interactivité qu'il peut y avoir entre la température, l'évolution de l'humidité, etc. et vont donc cartographier des temps sensibles. Donc, c'est les cartes, les pictogrammes que vous pouvez retrouver sur vos applications, à la télévision. Et en fait, c'est de là d'où vient la différence majeure entre toutes les applications que je peux retrouver sur mon téléphone et la météorologie, la différence entre la météorologie d'Anaïs Beydemir et d'Elvin Delia, c'est en fait, c'est dépendant simplement du prestataire, c'est-à-dire de l'équipe de prévisionnistes qui a interprété les données météorologiques, qui vous a fait une prévision avec une carte avec des pictogrammes. Bon, jusque-là, je pense qu'on a à peu près compris comment a été faite une prévision météorologique. On a donc compris que la météorologie était encore une science inexacte, même aujourd'hui, et on peut comprendre donc qu'il y a quelques loupés. On va arrêter donc de se plaindre de la météorologie. Donc bien sûr, je rigole. Gardez cet esprit critique, il va être essentiel dans la suite de mon propos et vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir donc Météo France, en France, est le principal responsable des observations, d'ailleurs le seul responsable des observations, de la partie modélisation, et également le seul responsable des vigilances. C'est un sujet qui revient pas mal ces temps-ci malheureusement. Les vigilances rouges, orange, jaune, vous le connaissez. Et en fait, ce système d'alerte, il est fait département par département, donc à l'échelle du département, ce qui pose un sérieux problème, notamment dans le cas de phénomènes très locaux. Donc on va parler par exemple d'orage stationnaire, c'est-à-dire un orage qui reste sur place dans une zone très précise et qui va créer des pluies diluviennes, voire des inondations. En fait, mettre tout un département en vigilance rouge, alors que seule une partie du département est prise par un phénomène très local, va nuire à la pertinence du bulletin et de l'alerte. Il y a un autre aspect également qui nuit un petit peu et qui pose problème, qui cause ces loupés un petit peu de prévision, c'est le manque d'informations, le manque de remontée terrain. On a parlé de 22 millions de données d'observation, pour autant Météo France manque un petit peu de données de remontée rapide et de réactivité sur des phénomènes extrêmes comme ceux-ci. C'est là que vous allez intervenir, c'est là que je vais intervenir aussi. Il faut savoir, donc je vais prendre un exemple, on va prendre un exemple pour un peu plus rentrer dans le concret. Et là, on va partir un petit peu en arrière, en 2018. On est dans l'Aude, un département voisin dans le sud, dans la ville exactement de Trèbes. Ce jour-là, la ville de Trèbes a connu une journée de précipitations, beaucoup de pluie, avec une vigilance orange qui était positionnée par Météo France. Pas un temps idéal pour sortir. Il
il s'est trouvé qu'en fin de journée, un orage stationnaire s'est positionné sur la ville de Trèbes, qui a causé donc des pluies diluviennes avec des inondations. Pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 295 mm de pluie en 12 heures. Alors ça vous dit sûrement rien, j'imagine. Mais pour vous donner un chiffre un peu plus précis, un peu plus parlant, l'Aude, du coup, qui est un cours d'eau qui passe par la ville de Trèbes, est passé de 38 cm à 8 mètres environ. Moi, je fais à peu près 2 mètres, donc c'est 4 fois ma taille. On a vite compris que ce phénomène était un phénomène d'ampleur. Malheureusement, il y a eu des dégâts à la fois matériels, mais également des dégâts humains, puisqu'on a recensé 14 victimes. Météo France, ce jour-là, a été pointé du doigt, car ils ont mis une vigilance rouge beaucoup trop tard, à 6 heures du matin le lendemain, pas assez tôt donc pour prévenir les populations. Le but de cet exemple n'est pas forcément de pointer du doigt Météo France, qui fait au final avec les moyens qu'ils ont. Le but, c'est plutôt de vous sensibiliser et de comprendre quel est notre rôle, nous, dans ces phénomènes, dans la détection de ces phénomènes et dans notre réactivité. Pour ça, je vais vous ramener un peu dans votre jeunesse. Historiquement, nos ancêtres ont toujours eu pour habitude d'observer les saisons, d'observer les vents, d'observer les nuages. Ils avaient vite compris finalement que la météorologie était un langage entre la terre et le ciel, entre le passé et le présent, et que la météorologie les impactait à la fois dans leur vie privée, mais également dans leur vie professionnelle, notamment sur l'agriculture, l'élevage. Finalement, ils avaient compris que la météorologie était un enjeu essentiel, qu'il fallait l'appréhender et l'observer. D'ailleurs, ils ont créé même des dictons. Je vais en citer quelques-uns, mais vous en connaissez sûrement plein d'autres. En avril, ne te dégroupe pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ou même quand les ânes descendent, c'est qu'il va pleuvoir. Bref, tout un ensemble d'expérimentations, de phrases qui, au final, ont traversé de génération en génération, puisque je vous en parle encore aujourd'hui. Nous, dans tout ça, au fil de l'histoire, on a un peu délaissé notre rôle d'observateur, puisqu'on l'a laissé à des experts, ce qui est très bien. Ça nous a permis, comme je le disais, d'avoir des prévisions qui sont beaucoup plus longues, de prévoir la météo beaucoup plus en avance, d'avoir une précision dans les prévisions qui est meilleure également. Mais pour autant, on s'est tellement délaissé qu'on ne comprend même plus vraiment la météorologie et ce qui nous impacte. Et à ce moment-là de mon discours, j'aimerais mettre en avant une initiative de Météo France qui s'appelle l'observation participative. L'observation participative, c'est en fait prendre une photo et mettre un commentaire sur l'application, par exemple, de Météo France. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de faire l'influenceur. On va peut-être pas prendre notre photo avec les pieds en éventail sur une plage. Le but n'est pas là. Le but n'est pas prendre un ciel bleu forcément. Le but est plutôt de parler de temps sensible. On va parler de brouillard, on va parler de grêle, on va parler de neige qui tient au sol. Tous ces éléments-là, un petit peu, qui sont compliqués au final à observer. Et alors vous allez me dire à quoi ça sert bien, à quoi peut bien servir ces observations participatives. Ben en fait, ces observations participatives seront utilisées par les prévisionnistes et sont utilisées par les prévisionnistes. Si on revient dans notre exemple de l'Aude en 2018, elles auraient pu permettre de déclencher la vigilance beaucoup plus tôt, limiter des dégâts à la fois matériels et humains. Si je parle d'un exemple un peu plus récent, un peu plus concret, dans lequel elles ont vraiment servi, on va se placer cette fois-ci de l'autre côté, dans le sud de la France, dans le département du Var, le 4 janvier 2021. Cette journée-là, les modèles étaient assez en désaccord. Ils prévoyaient plutôt de la neige, donc une prévision de chute de neige, plutôt sur les reliefs du Var. Il s'est trouvé malheureusement que dans les faits, ce jour-là, la neige est apparue également dans les plaines, a commencé à tenir au sol, à perturber la circulation, à créer des bouchons notamment. Et en fait, le prévisionniste ce jour-là a pris en compte les observations et a réagi en appelant les services routiers pour organiser des opérations de sellage, et donc limiter les perturbations du trafic. On a bien compris que ces observations participatives avaient un rôle dans la réactivité qu'on peut avoir face à des phénomènes extrêmes. Elles ont aussi un rôle, puisqu'on a parlé de calibrage, on va parler de calibrage de modèles, c'est-à-dire qu'on sait que l'état initial de l'atmosphère est quelque chose d'important, on en a parlé. En fait, elles vont permettre de corriger finalement le delta, l'erreur qu'on a eue entre la prévision et l'observation, pour avoir des meilleures prévisions après. En fait, donc il y a des travaux qui sont en cours pour prendre en compte ces observations participatives dans la prévision des modèles futurs. Et surtout, si vous deviez retenir quelque chose de mon discours, pour moi, c'est le point principal de ces observations participatives, c'est qu'elles permettent à nous tous, en tant que citoyens et citoyennes, de prendre part à la météorologie, de mieux appréhender les événements qui vont nous impacter. Et si vous deviez retenir quelque chose de mon discours, ça serait cette phrase: la météorologie,
encore aujourd'hui, c'est un langage qui est complexe, qu'on n'appréhende pas tout à fait, même en tant que scientifique. Et pour moi, il est de notre devoir à tous de mieux l'appréhender, de mieux la comprendre, de mieux l'observer. Je pense que si demain, on arrive à faire tout ça, on sera beaucoup moins vulnérable vis-à-vis de phénomènes extrêmes. Alors j'ai hâte d'être demain. Vivement demain.